Imaginez un champ de bataille où, en une seule journée, 70 000 âmes ont été anéanties. Ce n'est pas une scène tirée d'un film d'horreur, mais une réalité que l'esprit humain peine à concevoir. La bataille de Cannes ne fut pas un simple affrontement militaire. Ce fut une élimination industrielle de forces vives, méthodiquement planifiée, où la mort ne frappait pas tant par le glaive que par l'impossibilité de respirer au cœur d'une cohue monstrueuse. Mais le plus effrayant et le plus scandaleux dans cette histoire, ce ne sont pas les montagnes de cadavres, mais ce qui s'est produit ensuite. Vous découvrirez comment la Rome civilisée, saisie par une peur animale, s'abaissa à de sombres rituels archaïques, enterrant des gens vivants au cœur même de la ville pour tenter d'apaiser les dieux. Vous apprendrez pourquoi le Sénat prit la cruelle décision de laisser des milliers de ses citoyens captifs pourrir en détention, et comment d'anciens esclaves et criminels reçurent des armes pour sauver le plus grand empire de l'histoire. Pourquoi le génial Hannibal, alors qu'il avait les clés de Rome en poche, n'a-t-il jamais franchi les portes de la ville éternelle? Et comment la plus terrible catastrophe de l'Antiquité a-t-elle paradoxalement offert l'immortalité à Rome? Lisez jusqu'au bout pour comprendre comment une victoire parfaite marqua le début de la fin fatale pour l'un des plus grands chefs de guerre de tous les temps. Imaginez un champ ordinaire dans le sud de l'Italie, brûlé par le soleil d'août. Tout est calme alentour. Mais ce n'est pas ce silence bienheureux qui descend sur la terre après une dure journée de labeur. C'est un silence qui assourdit. Un silence qui pèse sur les tympans plus lourdement que le cri le plus perçant. Parce qu'il n'y a plus personne pour crier. Le 2 août de l'an 216 avant notre ère, ici, au lieu dit Cannes, il s'est produit quelque chose que la raison humaine refuse d'accepter comme réel. Ce n'était pas une bataille au sens classique du terme. Une bataille suppose une chance, suppose un combat, suppose la possibilité de survivre. Ce qui s'est passé ici relevait de l'élimination industrielle. Imaginez un stade moderne, rempli à craquer lors de la finale de la Coupe du Monde. 70, peut-être 80 000 personnes. Et maintenant, imaginez qu'elles sont toutes mortes. Et qu'elles gisent toutes sur un lopin de terre ne dépassant pas quelques kilomètres carrés. 70 000 cadavres. Ce n'est pas juste un chiffre dans un manuel d'histoire. Ce sont 70 000 fils, pères, maris. Si vous décidiez de les enterrer tous, en creusant une tombe individuelle pour chacun, il vous faudrait creuser de l'aube au crépuscule pendant plusieurs années. Mais les vainqueurs n'avaient pas des années devant eux. Ils n'avaient que la soirée. L'air était devenu épais, presque tangible, saturé de l'odeur du fer et des entrailles éventrées. La terre ici n'était plus de la terre. Elle était devenue un marécage. Un bourbier rouge, visqueux, qui clapotait sous les pieds et buvait avidement ce qui, le matin encore, coulait dans les veines des meilleurs hommes de la République romaine. Vous vous tenez au milieu de ce cauchemar. Regardez sous vos pieds. Il n'y a pas de héros ici. La mort a rendu tout le monde égal. Un patricien d'une lignée ancestrale gît enlacé avec un simple fantassin, et leur sang se mêle dans une même flaque où l'on ne distingue plus le noble du roturier. Les anneaux d'or des sénateurs, symboles de pouvoir et de statut, ne sont plus que des déchets brillants dans la boue. L'ampleur de ce massacre est telle que le cerveau active ses mécanismes de défense. Vous cessez de voir des humains. Vous voyez un paysage, des montagnes de chair, des collines de boucliers. C'est une architecture de l'anéantissement. Qui a pu commettre une telle chose? Qui est l'architecte qui a conçu cet enfer? Regardez la colline qui domine la plaine. Là, au milieu de ses officiers, se tient un homme dont le nom servira encore pendant 2000 ans à effrayer les enfants désobéissants. Hannibal Barca. Il ne sourit pas, il ne célèbre pas.
il contemple son œuvre avec le calme froid d'un chirurgien qui vient d'amputer un membre gangréné. Pour lui, ces 70 000 morts ne sont ni une tragédie, ni un triomphe. C'est le résultat d'une équation. Il a résolu le problème. Il connaissait la réponse avant même que le premier glaive ne sorte de son fourreau. Bien des historiens vous diront qu'Hannibal était un génie tactique, qu'il était le maître de la manœuvre, qu'il est le père de la stratégie. Tout cela est vrai, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Le génie ne tue pas 70 000 personnes en une seule journée. C'est l'obsession qui fait cela. Pour comprendre Cannes, il faut remonter le temps. Il faut quitter ce champ maudit où les mouches commencent déjà leur festin et revenir 19 ans en arrière, à Carthage. Il vous faut voir le temple. Un temple sombre, étouffant, éclairé seulement par le vacillement du feu sur l'autel. Une odeur douceâtre d'encens et de chair brûlée flotte dans l'air. Un garçon de 9 ans se tient devant son père. Son père, c'est Hamilcar Barca, le lion de Carthage. Un général qui n'a jamais été vaincu sur le champ de bataille, mais qui a perdu la guerre à cause de la lâcheté des politiciens. Hamilcar prend la petite main de son fils et l'approche du feu. La chaleur brûle la peau. « Jurez, dit le père. Sa voix est dure comme le granit. Jure que tu ne seras jamais l'ami du peuple romain. Jure que tant que ton cœur battra dans ta poitrine, il pompera de la haine envers Rome. » Et le garçon jure. À cet instant, près du feu sacré, l'enfant Hannibal est mort, et Hannibal l'Arme est né. Toute sa vie, chaque respiration, chaque pas fait sur les terres d'Espagne, à travers les pics glacés des Alpes, à travers les marais d'Étrurie, tout cela n'était qu'une préparation pour ce jour d'août. Cannes n'a pas été conçue dans la tente du général la veille de la bataille. Elle a été conçue dans l'âme d'un garçon de 9 ans qui avait décidé que Rome devait mourir. Ce massacre n'est pas un accident, c'est l'accomplissement d'une promesse. Hannibal a amené ici, en Italie, une armée hétéroclite de mercenaires. Libyens, Ibères, Gaulois, Numides. Des hommes qui parlaient des langues différentes, priaient des dieux différents, et se haïssaient souvent plus qu'ils ne haïssaient l'ennemi. Mais il les a soudés en un mécanisme unique par sa seule volonté. Il les a transformés en instruments de sa vengeance. Hannibal n'était pas simplement un général. Il était une force de la nature. Tel un ouragan ou un tsunami, il s'est abattu sur l'Italie, balayant les légions, brisant les alliances, réduisant en cendres l'arrogance de la plus grande puissance de la Méditerranée. Mais soyons honnêtes, la haine d'Hannibal seul n'aurait pas suffi. Pour danser le tango, il faut être deux. Pour une catastrophe d'une telle ampleur, il faut non seulement un bourreau de génie, mais aussi une victime qui pose elle-même sa tête sur le billot. Une victime aveuglée par son propre orgueil. Les Romains sont entrés d'eux-mêmes dans ce piège. Ils ont marché vers leur perte bannière haute, sûrs de leur invincibilité, sûrs que les dieux étaient de leur côté, sûrs que la force brute et la supériorité numérique résolvaient tout. 70 000 morts à Cannes, c'est un monument non seulement au génie carthaginois, mais aussi à l'obstination romaine. Hannibal connaissait son ennemi mieux que l'ennemi ne se connaissait lui-même. Il savait que Rome ne savait pas reculer. Il savait que Rome, blessée et humiliée par les défaites précédentes, ne désirait pas seulement la victoire, mais une revanche immédiate. Et il leur a donné ce qu'ils voulaient. Il leur a donné le combat. Alors que le soleil disparaît définitivement derrière l'horizon, plongeant le champ de mort dans les ténèbres, et que les vainqueurs commencent à dépouiller les cadavres de leurs armures, loin au nord, à Rome, personne ne sait encore que le monde a changé à jamais. Là-bas, dans la ville éternelle, les politiciens tissent encore leurs intrigues. La foule réclame du pain et des jeux,
et les 2 consuls envoyés à la guerre sont encore considérés comme les sauveurs de la patrie. Personne ne sait encore que leurs noms deviendront synonymes de la plus grande honte. Hannibal se tient sur la colline. Le vent agite son manteau. Il regarde dans l'obscurité, là où se trouve Rome. Il sait qu'il a tout fait correctement. Il a détruit le corps de l'armée romaine. Mais il ne sait pas encore qu'il n'a pas réussi à tuer son âme. Et le plus terrible, c'est qu'il ne soupçonne même pas que son triomphe sera le début de sa fin. Car c'est là, parmi les montagnes de cadavres, dans ce silence monstrueux, qu'est né ce qui effacera un jour Carthage de la surface de la terre. Mais cela viendra plus tard. Pour l'instant, il n'y a que la nuit, l'odeur du sang et le calcul froid qui s'est avéré plus terrible que n'importe quelle arme. L'histoire aime les paradoxes. Pour devenir grande, Rome devait traverser l'enfer. Et c'est Hannibal qui lui a ouvert les portes de cet enfer. Cependant, avant de comprendre comment Rome a survécu, il faut comprendre comment elle s'est laissée tuer. Et cette histoire ne commence pas ici, sur le champ de bataille, mais dans les cabinets du pouvoir, où les ambitions de 2 hommes l'ont emporté sur le bon sens de tout un État. Alors que le crépuscule tombait à peine sur le champ du futur massacre, à Rome même, l'air vibrait de rage mêlée d'humiliation. Pour comprendre pourquoi 80 000 hommes se sont retrouvés dans ce piège mortel, nous ne devons pas regarder les cartes des généraux, mais les âmes romaines de cet été-là. L'an 216 avant notre ère a commencé pour la République avec la gueule de bois suivant 2 gifles monstrueuses. D'abord, il y a eu la rivière Trébie, un massacre froid et hivernal. Puis le lac Trasimène, le brouillard, l'embuscade, 15 000 légionnaires tués, dont les corps n'ont jamais été retrouvés dans les eaux troubles. Rome était habituée à vaincre. C'était dans son ADN. La défaite n'était pas perçue comme un échec militaire, mais comme un dysfonctionnement de l'univers, comme une insulte aux dieux. Et la République a répondu comme elle savait le mieux faire. Elle a cessé de réfléchir et a commencé à grogner. Le Sénat a décrété la mobilisation totale. Ce n'était plus un simple recrutement militaire, c'était un projet national de vengeance. Imaginez cette scène. Rome aligne 8 légions sur le champ de bataille. Avec les Alliés, cela fait 87 000 hommes. Jamais auparavant, dans aucune guerre, Rome avait rassemblé une puissance aussi colossale en un seul point. C'était l'armée du jugement dernier. Une forêt de lances s'étendant au-delà de l'horizon. La terre tremblait littéralement sous les pieds lorsque ce Léviathan se mettait en mouvement. Il semblait que personne ne pourrait résister à une telle masse. Même Hannibal. Surtout Hannibal. Mais ce géant d'acier avait un défaut fatal. Il avait 2 têtes. Et ces têtes se haïssaient. Le système politique romain était génial pour les temps de paix. Un système de poids et contrepoids, une protection contre la tyrannie. 2 consuls, des droits égaux. Mais la guerre ne tolère pas la démocratie. La guerre exige la dictature de la volonté. Or, Rome a envoyé commander sa plus grande armée 2 hommes qui étaient des antipodes politiques. Faites connaissance avec Lucius Aemilius Paulus ou Paul Émile. Aristocrate jusqu'à la moelle, un homme de la vieille école, expérimenté, prudent, peut-être même trop prudent. Il voyait en Hannibal non pas un simple barbare, mais un prédateur avec lequel on ne joue pas au dé. Paul Émile comprenait. Une bataille rangée en plaine contre la cavalerie carthaginoise, c'est du suicide. Son plan était ennuyeux, mais sûr. Épuiser, couper le ravitaillement, attendre l'erreur. Il était la voix de la raison. Et maintenant, regardez son collègue. Caius Terentius Varro, ou Varon, la star du populisme romain. Fils de boucher, du moins c'est ce que murmuraient ses ennemis, faisant allusion à sa basse extraction.
Varron a fait carrière en criant plus fort que tout le monde. Il promettait à la foule des solutions rapides à des problèmes complexes. Tandis que Paul-Émile parlait de tactique et de logistique, Varron se frappait la poitrine et criait sur le forum que les aristocrates faisaient traîner la guerre pour tenir le peuple en laisse. « Donnez-moi des légions !» rugissait-il, « et je vous apporterai la tête d'Hannibal sur un plateau dès demain !» Et le peuple a choisi Varron. Le peuple avait soif de sang, pas de cours de stratégie. Ces deux-là devaient diriger l'armée ensemble. Et là, la loi romaine a joué un mauvais tour. Pour que les consuls ne s'entretuent pas pour le pouvoir, le commandement alternait chaque jour. Réfléchissez à cette absurdité. Imaginez que vous pilotez un paquebot à travers la tempête. Aujourd'hui, le capitaine à la barre veut aller à l'ouest. Demain, c'est un capitaine qui tourne la barre vers l'est. Après-demain, retour au premier. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la schizophrénie. L'ennemi le savait. Hannibal, dont les espions fourmillaient dans le sud de l'Italie, connaissait parfaitement ce planning de garde. Pour lui, cette information avait plus de valeur qu'un millier de cavaliers supplémentaires. Il comprit qu'il n'avait pas besoin de vaincre l'armée romaine. Il lui suffisait d'attendre le jour où le boucher Varron serait aux commandes. Dans la chaleur de juillet, la gigantesque colonne romaine rampait vers le sud, en pouille. Hannibal manœuvrait, esquivait, les provoquait. Il s'empara de la citadelle de Cannes, un vieux dépôt de céréales. C'était un crachat au visage de Rome. « Je mange votre pain pendant que vous avalez la poussière. » Cela fonctionna. Varron bouillait. Chaque jour de retard, il le prenait comme une insulte personnelle. À l'intérieur du camp romain, une autre guerre se livrait. La tente de commandement s'était transformée en arène de scandale. « Nous ne devons pas nous battre ici !» insistait Paul-Émile, regardant la large plaine plate autour de la rivière Ophide. « C'est l'endroit idéal pour sa cavalerie. Nous avons l'avantage en infanterie. Nous avons besoin de collines, de terrains accidentés. »« Tu es un lâche, Émilius, » lui lançait Varron, devant témoins. « Toi et tes semblables avez vendu l'honneur de Rome. Les soldats veulent le combat. Je veux le combat. Toi seul tremble. » C'était le conflit classique entre le professionnel et l'amateur. Le professionnel voit les risques. L'amateur voit les opportunités. Le problème, c'est que l'amateur avait le pouvoir. Varron savait que son électorat à Rome attendait des actions décisives. Il ne pouvait pas rentrer sans victoire. Sa carrière politique était plus importante que la vie de milliers de légionnaires. La situation s'échauffait d'heure en heure. Hannibal jetait de l'huile sur le feu. Sa cavalerie numide fondait sur les porteurs d'eau romains, les criblait de flèches et disparaissait en riant. C'étaient des piqûres d'épingles, mais elles rendaient les Romains fous de rage. La grande armée ne pouvait même pas puiser de l'eau en paix. La discipline craquait de toutes parts. Les soldats, chauffés par les discours de Varron, commençaient à murmurer contre le lent Paul-Émile. Le 1er août, Paul-Émile commandait. Il serra les dents et refusa de faire sortir les troupes, malgré les provocations. Il tenait cette énorme bête furieuse en laisse, comprenant que la lâcher signifiait la mort. Il construisit une partie du camp sur l'autre rive de la rivière pour tenter de protéger les fourrageurs, mais ne s'engagea pas dans une bataille générale. Hannibal attendait. Il savait que demain, le soleil se lèverait pour l'autre consul. Et le 2 août arriva. L'aube était rouge sang. Le vent, ce fameux vent Volturne, commençait déjà à soulever la poussière. Ce jour-là, les faisceaux, des assemblages de verges et de haches symbolisant le pouvoir, passèrent à Caius Terentius Varro. Il n'attendit pas une seconde. Sans consulter Paul-Émile, ignorant les mauvais présages, on dit même que les étendards restèrent coincés dans le sol, ne voulant pas quitter le camp, mais qui écoutent les superstitions quand la gloire est si proche. Varron donna l'ordre. Le drapeau rouge,
signal du combat, fut hissé au-dessus de la tente du consul. Enfin, expira l'armée. Les légions commencèrent à sortir des portes du camp et à se déployer dans la plaine. Paul-Émile, comprenant qu'il n'avait pas le pouvoir légal d'arrêter cette folie, monta à cheval. Que lui restait-il? Il était romain. Si son collègue avait décidé de perdre l'armée, le devoir de Paul-Émile était de périr avec elle en essayant d'amortir le coup autant que possible. Varron fit exactement ce sur quoi comptait le Carthaginois. Il fit sortir l'infanterie sur une plaine plate comme une table. De son plein gré, il se priva de l'avantage du terrain. Mais Varron avait l'impression d'avoir imaginé un coup de génie. Il regardait son armée et voyait une mer infinie de têtes. Il avait presque 2 fois plus d'infanterie. Pourquoi compliquer les choses? Pourquoi des manœuvres complexes? Le consul ordonna de modifier la formation standard. Habituellement, les manipules, les unités tactiques de la Légion, se tenaient en damier avec de larges intervalles pour que les soldats puissent manier leurs glaives. Varron ordonna de resserrer les rangs, de réduire les intervalles, d'augmenter la profondeur de la formation. Il transforma la légion romaine, souple, en un bélier géant, lourd et maladroit. L'idée était simple et brutale, comme un coup de massue. Écraser l'ennemi par la masse, enfoncer son centre par le poids physique. Varron pariait sur le fait que la profondeur des rangs empêcherait les soldats de fuir et donnerait à l'attaque une inertie monstrueuse. Il ne comprenait pas une chose. Plus les hommes sont serrés, plus il leur est difficile de combattre. De ses propres mains, il créait les conditions de la future bousculade. Il emballait ses soldats comme des sardines en boîte, avant même le début du combat. Hannibal observait cela depuis la colline. On peut imaginer ses yeux se plisser. Il voyait ces colonnes romaines denses et profondes. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Son centre faible, qu'il avait conçu comme un appât, allait maintenant plier à coup sûr, mais sans rompre immédiatement sous une telle pression. Et les Romains, emportés par leur élan, entreraient d'eux-mêmes dans le sac. « Ils sont à nous », a-t-il peut-être murmuré, mais pas en punique, en grec, la langue des hommes instruits, pour que ces officiers d'état-major le comprennent. Tandis que les Romains alignaient leurs lignes infinies, l'air s'emplissait d'un grondement, du crissement du cuir et du cliquetis du métal. Varron galopait devant les rangs, rayonnant dans son armure, sûr qu'il accueillerait le coucher du soleil en vainqueur. Paul-Émile était sombre. Il prit place sur l'aile droite avec la cavalerie romaine. Il savait qu'ils étaient peu nombreux, trop peu contre les Numides et les lourds cavaliers espagnols. Mais il n'y avait nulle part où reculer. Varron, aveuglé par le nombre de ses soldats, n'avait pas remarqué l'essentiel. Il regardait la quantité de soldats, mais Hannibal regardait la qualité des positions. Le Carthaginois avait choisi d'endroits de manière à ce que même la nature combatte contre Rome. Et tandis que les légionnaires se réorganisaient, resserrant les rangs sur ordre de leur chef ambitieux, le vent commença à forcir, soulevant de la terre sèche des nuages de sable et de poussière. Et ce vent soufflait droit au visage des Romains. Ce vent avait un nom. Les locaux l'appelaient le Volturne. Pour les Romains, ce n'était qu'un phénomène naturel agaçant, un flux d'air chaud et sec venant du sud-est. Mais pour Hannibal, le Volturne était un allié, tout comme son frère Hasdrubal ou son commandant de cavalerie Maharbal. Le Carthaginois n'avait pas seulement choisi le terrain, il avait choisi le moment. Il savait qu'à midi le vent forcirait, soulevant des nuages de sable et de poussière de la terre desséchée. Et il avait placé ses pions de telle sorte que les Romains montent à l'assaut avec ce sablage frappant droit dans leurs yeux. Avez-vous déjà essayé de vous battre quand on vous jette une poignée de sable au visage?
Maintenant, imaginez que vous êtes enfermé dans 30 kilos de fer, que le soleil tape au point que votre casque se transforme en four et que la poussière obstrue votre nez, votre bouche et vos yeux, se mêlant à la sueur en une boue corrosive. Vous plissez les yeux, vous toussez, vous ne voyez rien au-delà de la pointe de votre propre lance. C'est dans cet état qu'Hannibal plongea la meilleure armée du monde avant même le premier coup d'épée. Regardez la carte. Ce n'est pas un champ de bataille. C'est une scène méticuleusement préparée pour une exécution. D'un côté, la rivière Ophide, rapide et profonde. De l'autre, des collines. Hannibal a délibérément limité l'espace. Cela semble absurde. Vous avez moins de soldats, pourquoi vous coincez dans un angle? Mais c'était là le calcul froid. En limitant la largeur du front par la rivière, il privait les Romains de leur atout principal, la supériorité numérique. Sur un espace étroit, 80 000 hommes ne peuvent pas se battre simultanément. Les rangs arrière restent simplement debout, à regarder le dos de ceux qui sont devant. L'armée romaine s'est transformée d'un océan redoutable en une rivière étroite et tumultueuse que l'on pouvait contrôler. Mais il ne suffisait pas à Hannibal de choisir le lieu. Il fallait que les Romains agissent de manière prévisible. Il avait besoin de leur rage. Dès le matin, la cavalerie numide, ces guêpes du monde antique, tournoyait autour des flancs romains. Ils n'engageaient pas le combat rapproché. Ils s'approchaient, lançaient des javelots, criaient des insultes et s'enfuyaient. C'était une manipulation psychologique classique. Les Romains, debout dans leurs lourdes armures sous un soleil de plomb, devenaient fous de rage impuissante. Ils ne voulaient qu'une chose, attraper ces barbares insaisissables et les écraser. Et Varron, ce politicien en armure de général, céda à la provocation. Ses nerfs lâchèrent. Il donna le signal de l'attaque générale, claquant définitivement derrière lui la porte du monde des vivants. L'infanterie romaine s'ébranla. Et c'est là que nous voyons la transformation fatale. D'habitude, une légion romaine est un échiquier. Les manipules se tiennent avec des intervalles pour que les soldats frais puissent remplacer les fatigués pour permettre la manœuvre. C'est une structure souple qui respire. Mais aujourd'hui, Varron avait ordonné de serrer les rangs. Oubliez les échecs. C'était un bélier. Une colonne humaine géante, dense, dont la profondeur dépassait la largeur. Varron raisonnait en amateur, ayant lu des manuels de physique, mais pas de guerre. Plus la masse et la vitesse sont grandes, plus l'impact est fort. Logique? En théorie, oui. En pratique, il a créé une foule ingérable. Dans cette promiscuité, les légionnaires se frottaient les épaules. Un soldat ne pouvait pas armer son cou sans heurter son camarade. Si quelqu'un trébuchait, il entraînait tout le rang avec lui. Ils avançaient serrés, comme du bétail à l'abattoir, persuadés que leur unité faisait leur force. En réalité, leur étroitesse devint leur condamnation. Et Hannibal? Il avait déployé ses troupes comme personne avant lui. Imaginez un arc tendu vers l'ennemi, un croissant convexe. Au centre de ce croissant, à la pointe même, là où frapperait le terrible coup du bélier romain, il avait placé ses troupes les moins fiables, les Gaulois et les Ibères. Cela semble insensé. Vous placez les faibles là où ce sera le plus dur? Oui, parce qu'Hannibal n'avait pas besoin que le centre gagne. Il avait besoin que le centre survive juste assez longtemps. Les Gaulois, ces géants torse nus avec leurs longues épées, et les Ibères en tunique de lin blanc bordée de rouge, étaient des appâts, de la chair vive jetée pour rassasier la bête romaine. Mais sur les flancs, un peu en retrait, se tenait l'élite, l'infanterie africaine. De lourds vétérans qui avaient traversé le feu et l'eau avec Hannibal. Ils étaient équipés d'armures romaines prises sur les cadavres de la Trébie et du Trasimène.
De loin, dans cette poussière, on pouvait les prendre pour des amis. Ils se tenaient là et attendaient. Ils étaient les mâchoires du piège, pour l'instant ouvertes. Le vent forcissait. La poussière s'élevait comme un mur. La machine romaine, fracas de ferraille, prenait de la vitesse. La terre tremblait sous les pas de dizaines de milliers de jambes. « Bara! Bara !» Le cri de guerre des légions déchirait l'air. Ils ne voyaient devant eux qu'une fine ligne de barbares au centre. Ils voyaient la victoire. Ils voyaient comment ils allaient percer cette formation, piétiner les Gaulois, atteindre Hannibal lui-même. Ils ne voyaient pas ce que voyait le général Borgne. Ils ne voyaient pas le piège. Hannibal se tenait au centre, aux côtés des Gaulois. C'était un geste d'une importance colossale. Il ne se cachait pas à l'arrière. Il se tenait là où la boucherie allait commencer, montrant à ses alliés peu fiables « Je suis ici, je suis avec vous. Nous mourrons ou vaincrons ensemble. » Psychologiquement, cela transforma les Gaulois de mercenaires en fanatiques. Ils savaient qu'ils devaient tenir la ligne à tout prix tant que leur chef était près d'eux. La distance diminuait. 200 mètres, 100, 50. Dans l'air sifflèrent les pierres des frondeurs des Baléares. Les balles de plomb et de pierre perçaient les casques romains, cassaient les dents, crevaient les yeux. Mais le bélier romain ne ralentit même pas. Il était trop lourd pour s'arrêter. L'impact. Lorsque ces deux masses s'entrechoquèrent, le bruit dut s'entendre à des kilomètres. Grincement du métal contre le métal, craquement des lances qui se brisent, hurlement de milliers de gorges. Le marteau romain percuta l'enclume carthaginoise. Les premiers rangs de Gaulois et d'Ibères vacillèrent sous la pression monstrueuse. Les boucliers romains, les scutum, frappaient comme des pistons. Les épées courtes, les glaives, travaillaient comme des aiguilles à coudre de la mort, trouvant les failles dans les armures, perçant l'aine, le cou, le visage. Varron, à l'arrière, souriait probablement. Il voyait ce qu'il voulait voir. Le centre ennemi plie. Les Gaulois reculent. Nous gagnons. « Poussez !» criaient les centurions. « Encore un peu, et nous les percerons !» Et les légionnaires poussaient. Instinctivement, ils se ruaient là où l'ennemi reculait, au centre. Depuis les flancs, les Romains commencèrent aussi à se décaler vers le centre, aspirés dans l'entonnoir qui se formait. Ils voulaient participer à la déroute, voulaient leur part de gloire et de butin. La formation se densifiait encore plus. Maintenant, ils étaient comprimés au point que la poitrine du guerrier de derrière s'appuyait contre le dos de celui de devant. Ils ne comprenaient pas que ce recul des Gaulois n'était pas de la panique, c'était une manœuvre. Les Gaulois reculaient pas à pas, payant chaque minute de leur sang, mais sans rompre les rangs. Le croissant convexe commença à s'inverser. Il se transformait en sac, en coupe. Et l'armée romaine, comme de l'eau, s'engouffrait en rugissant dans cette coupe, heureuse d'avoir trouvé le chemin de la moindre résistance. C'était le moment de la plus grande illusion. Un triomphe qui était en réalité une agonie. Seulement le patient ne l'avait pas encore compris. La poussière et l'euphorie voilaient les regards. Aucun des commandants romains au centre ne regardait sur les côtés. Et s'ils avaient regardé, ils auraient vu quelque chose d'effrayant. L'infanterie africaine sur les flancs ne reculait pas. Elle restait immobile, comme des rochers, laissant passer le flot romain. Les mâchoires du piège commençaient à se refermer lentement, et la victime, se croyant chasseur, s'enfonçait elle-même toujours plus profondément dans la gueule de la mort. Puis la terre trembla, mais pas à cause de l'infanterie. À travers la tempête de poussière, couvrant le bruit de la bataille, parvint un nouveau son. Le grondement lourd et rythmé de milliers de sabots. C'était la cavalerie d'Hannibal. Et elle ne venait pas piller les convois. Elle venait fermer le cercle. Tandis que l'infanterie romaine, ivre de l'odeur de la victoire proche,
mordait dans le centre de la formation carthaginoise, une toute autre histoire se jouait sur les flancs. Là, il n'y avait pas d'illusion. Il y avait un massacre. Sur l'aile gauche, coincée entre la rivière Aufide et les masses d'infanterie, deux cavaleries s'affrontèrent. La cavalerie romaine sous le commandement du consul Paul Émile contre la lourde cavalerie espagnole et gauloise sous les ordres d'Hasdrubal. Cela ne ressemblait pas à un tournoi de chevaliers ou aux belles manœuvres décrites dans les manuels. Oubliez la noblesse. Il y avait si peu d'espace que les chevaux ne pouvaient pas faire demi-tour. C'était une bagarre dans une cabine téléphonique. Deux avalanches de chair et d'acier se heurtèrent frontalement. Les cavaliers, perdant leur inertie, se tiraient simplement les uns les autres de leurs selles et s'étranglaient dans la poussière. Les chevaux mordaient les hommes poignardaient les chevaux au ventre. C'était le chaos, où survivait non pas le plus habile, mais le plus cruel. Mais les mathématiques de la guerre sont implacables. Les cavaliers carthaginois étaient plus nombreux et plus expérimentés. La cavalerie romaine, composée de fils de sénateurs et de la jeunesse dorée, flancha. Ils furent écrasés. Piétinés dans la vase de la rivière. Hasdrubal les traversa comme un couteau chauffé à blanc traverse du beurre et chassa les restes des Romains le long de la rive. La voie vers les arrières romains était ouverte. Mais l'infanterie romaine au centre ne voyait rien de tout cela. Pour des dizaines de milliers de légionnaires au centre du monde, il n'existait qu'une seule direction, l'avant. La poussière soulevée par le vent Volturne était devenue épaisse comme du brouillard. Les Romains ne voyaient pas ce qui se passait à 100 mètres à gauche ou à droite. Ils ne voyaient que le dos des Gaulois en retraite. « Il fuit !» Ce cri se transmettait de centurie en centurie. Varron exultait. Son plan fonctionnait. La formation profonde, ce marteau maladroit, avait vraiment enfoncé le centre d'Hannibal. Le croissant convexe de la formation carthaginoise s'était d'abord redressé, puis avait commencé à s'incurver vers l'intérieur. Il était devenu concave. Les Gaulois et les Ibères reculaient, laissant leurs morts au sol, mais la ligne ne rompait pas. C'était un miracle de discipline ou de peur face à Hannibal, qui se tenait juste derrière leur dos. Ils reculaient, attirant les Romains toujours plus profondément dans une étreinte mortelle. L'armée romaine avait perdu tout semblant de formation. Les manipules s'étaient mélangées en une foule géante et molle qui coulait dans la brèche créée. Les rangs arrière poussaient ceux de devant. Les unités de flanc, au lieu de tenir la largeur du front, glissaient instinctivement vers le centre, où, leur semblait-il, se jouait le sort de la bataille. L'armée se comprimait elle-même. L'espace entre les soldats disparaissait. Maintenant, pour lever son épée pour frapper, un légionnaire devait pousser son voisin du coude. Mais il ne remarquait pas l'étroitesse. Il poursuivait le fantôme de la victoire. Et à ce moment précis, alors que le coin romain s'était enfoncé au maximum dans les positions carthaginoises, Hannibal tira sur la ficelle. Souvenez-vous de l'infanterie africaine, l'élite postée aux extrémités du croissant. Tandis que les Romains poursuivaient les Gaulois au centre avec des hurlements, les Africains sur les flancs restaient sur place. La vague romaine avait simplement déferlé à côté d'eux. Les légionnaires étaient tellement absorbés par la poursuite qu'ils ignoraient simplement ces colonnes immobiles de guerriers sévères en armure romaine. C'était un aveuglement fatal. Au signal de la trompette, les phalanges africaines pivotèrent. L'aile gauche tourna à droite, l'aile droite tourna à gauche. Ils firent un quart de tour, face au flanc romain. C'était un mouvement répété pendant des années d'entraînement. Précis, synchrone, mécanique. Imaginez l'horreur du légionnaire romain qui court en avant pour achever l'ennemi et reçoit soudain un coup de lance dans le flanc. Il tourne la tête et ne voit pas le vide, pas ses camarades, mais un mur de boucliers surgit de nulle part. Embuscade! Mais il est déjà trop tard pour crier. Les Africains frappèrent. Frais,
Reposés, disciplinés, ils percutèrent les flancs mous de la foule romaine. Le marteau romain, qui venait de broyer les Gaulois, se retrouva soudain pris en étau. L'élan offensif se tarit instantanément. Les hommes au centre s'arrêtèrent, butant contre le dos les uns des autres. La vague se heurta à un mur de béton. Mais le piège ne s'était pas encore totalement refermé. Le sac n'avait pas encore de fond. Les Romains auraient pu faire demi-tour, auraient pu tenter de percer vers l'arrière. Mais la cavalerie revint. Hasdrubal, celui-là même qui avait anéanti la cavalerie romaine sur l'aile gauche, ne s'arrêta pas pour célébrer la victoire. Il effectua un long raid derrière le dos des armées combattantes, frappa l'arrière de la cavalerie romaine de l'aile droite, la dispersa, et maintenant, ayant fait un cercle complet, s'abattit sur les arrières de l'infanterie romaine. Le voilà, le moment de vérité, le déclic que l'entend le chasseur lorsque la patte de la bête se prend dans les dents d'acier. L'encerclement était terminé. En une seconde, 80 000 hommes passèrent du statut d'armée à celui de prisonnier. Les Romains se retrouvèrent dans une boîte. Devant, les Gaulois, qui avaient cessé de reculer et passaient à la contre-attaque. Sur les côtés, le mur impénétrable de l'infanterie africaine. Derrière, la cavalerie lourde piétinant l'arrière-garde. Le bruit de la bataille changea. Au lieu du féroce cri de guerre « Barra !», un hurlement de terreur à plusieurs voix s'éleva au-dessus du champ. Les Romains tentèrent de se retourner pour faire face à l'ennemi de tous côtés. Mais il n'y avait plus de place. La formation se désintégra définitivement. Ceux qui se trouvaient au centre de ce tourbillon humain géant ne voyaient même pas l'ennemi. Ils ne voyaient que les nuques de leurs camarades et sentaient l'espace se rétrécir. Varron, qui une minute plus tôt se voyait en triomphateur, comprit soudain ce qu'il avait fait. Il avait poussé la fine fleur de la nation romaine dans un hachoir et en tournait lui-même la manivelle. Le vent volturne continuait de jeter du sable dans les yeux, mais maintenant s'y mêlait une nouvelle odeur. L'odeur de la peur animale, émanant de milliers d'hommes en sueur, morts de peur, ayant compris qu'il n'y avait pas d'issue. L'illusion de la victoire s'était dissipée comme un mirage dans le désert. Il ne restait que la réalité nue et terrible. Ils étaient encerclés par un ennemi venu non pas pour conquérir des villes, mais pour exterminer des gens. Le mécanisme lancé par le serment d'un garçon de 9 ans avait commencé son œuvre. Ce n'était plus de la tactique, c'était un massacre. Hannibal avait verrouillé les portes de l'enfer et lui seul en avait les clés. À l'intérieur de ce chaudron, le temps s'était arrêté. Pour les Romains, il n'y avait plus ni passé, ni futur, ni Rome, ni gloire. Il n'y avait que ce kilomètre carré de mort qui, à chaque minute, devenait de plus en plus étroit. Lorsque l'anneau se referma, la guerre prit fin. Le travail commença. Un travail physique monotone et lourd, consistant à détruire 70 000 personnes. Ce qui se passa sur ce champ, dans les heures suivantes, n'a pas d'équivalent dans l'histoire militaire. Ce n'était pas une bataille. Une bataille implique un échange de coups, une manœuvre, la fureur de l'attaque. Ici, une usine de mort industrielle avait été créée, fonctionnant avec l'efficacité d'un mécanisme d'horlogerie. Hannibal n'a pas simplement vaincu les Romains, il les a annulés en tant que force militaire, transformant de fières légions en une masse biologique coincée dans un étau. Imaginez la physique de ce processus. 70 000 personnes entassées dans un espace où 10 000 auraient tenu confortablement. Vous êtes au centre de cette foule. Vous ne voyez pas l'ennemi. Vous ne voyez même pas le ciel. Seulement la poussière et les casques d'autres condamnés comme vous. La pression est monstrueuse. Ce n'est pas une métaphore. La pression physique des corps était telle que des côtes se brisaient,
simplement en étant comprimé sur les côtés. La cage thoracique ne peut pas s'étendre pour inspirer. Vous expirez, mais vous ne pouvez plus inspirer. L'espace est occupé par l'épaule ou le bouclier d'un autre. La mort ici ne venait pas de l'épée. Des milliers de légionnaires sont morts sans même avoir vu un Carthaginois. Ils mourraient d'asphyxie. Ils mourraient debout, coincés entre leurs voisins. Et même après la mort, leur corps ne tombait pas, car il n'y avait nulle part où tomber. Les morts se tenaient dans le même rang que les vivants, oscillant au rythme des mouvements de la foule affolée. C'était un cauchemar architectural. Des murs de chair vive qui se contractaient lentement vers l'intérieur. Sur le périmètre extérieur de ce monolithe humain, un abattage méthodique avait lieu. Les vétérans africains, les Gaulois et les Espagnols travaillaient comme des bouchers dans un abattoir. Ils n'avaient pas besoin de faire de l'escrime. Devant eux se dressait un mur continu de dos, de flancs et de visages de Romains qui ne pouvaient même pas lever les bras pour se protéger. Les Romains étaient entravés par leur propre nombre. Les boucliers, censés protéger, étaient pressés contre les corps si étroitement qu'ils devenaient un poids inutile. Les épées restaient dans les fourreaux, car il était impossible de les dégainer, le coude butant contre le voisin. Les Carthaginois s'approchaient simplement et frappaient. Un pas en avant, un coup de lance. Un pas en arrière, au suivant. C'était un convoyeur. Couche après couche, comme on épluche une pomme. L'armée d'Hannibal coupait les bords de la formation romaine, se rapprochant du cœur. La psychologie de ceux qui étaient à l'intérieur dépasse notre entendement. Imaginez que vous êtes au 10e rang. Vous entendez les cris des mourants devant. Vous sentez l'odeur des ventres ouverts et de la peur. Vous savez qu'il reste exactement 9 rangs avant votre mort. 9 vies humaines. Vous attendez. 1 heure, 2. Vous sentez la terre mouillée de sang glisser sous vos sandales. Vous devenez fou à attendre l'inévitable. Les historiens antiques nous ont laissé des témoignages à glacer le sang. Certains Romains, incapables de supporter cette pression psychologique, creusaient de petits trous dans le sol, y plongeaient leur visage et se recouvraient de poussière pour s'étouffer avant que le fer ennemi ne les atteigne. C'était un acte de désespoir absolu, le suicide comme moyen d'échapper à l'horreur de l'attente. D'autres se jetaient sur les épées de leurs camarades ou offraient leur gorge à l'ennemi, juste pour mettre fin à ce supplice. Hannibal observait cela avec un calme glacial. Il voyait la fleur de la nation romaine être anéantie. Ici, dans cette cohue, la mort avait rendu tout le monde égal. 80 sénateurs, près de 30 tribuns militaires, des magistrats, d'anciens consuls, des prêtres, tous transformés en cadavres anonymes sous les pieds des vainqueurs. Les anneaux d'or, symboles de pouvoir, étaient piétinés dans la boue avec les entrailles et les débris d'armures coûteuses. Au milieu de cet enfer se joua la dernière tragédie de Paul-Émile. Ce même consul qui ne voulait pas de cette bataille, celui qui avait prévenu, qui avait supplié, qui était la voix de la raison. Blessé par une pierre de fronde au tout début du combat, le visage en sang, il aurait pu tenter de s'enfuir. Il avait une chance. Le tribun militaire Cnaeus Lentulus, se frayant un chemin à travers le chaos à cheval, vit le consul assis sur une pierre. Paul-Émile se vidait de son sang. Ses forces l'abandonnaient. « Lucius Aemilius !» cria Lentulus en mettant pied à terre. « Prends mon cheval, fuis! La République ne doit pas te perdre. Tu es innocent de ce massacre. » C'était le moment de vérité. Le choix entre la vie et l'honneur. Paul-Émile, levant la tête avec difficulté, regarda l'officier. Autour d'eux, le monde s'écroulait. Les cris des mourants couvraient les paroles. « Va-t'en, Cnaeus !» râla le consul. « Ne perds pas de temps avec un mort. Galope vers Rome. »
Dis au père de la ville de renforcer les murs et de poster des sentinelles avant que le vainqueur n'arrive. Dis à Fabius que j'ai vécu et que je meurs en suivant ses préceptes. Paul-Émile refusa le salut. Il comprenait que le capitaine ne peut quitter le navire en perdition, même si ce navire a été dirigé vers les récifs par un autre. Il resta attendre la fin pour partager le sort de ses soldats. Quelques minutes plus tard, la vague ennemie le submergea. Il mourut, non comme un politicien, mais comme un légionnaire, l'épée à la main, défendant une erreur qu'il n'avait pas commise, mais dont il paya le prix fort. Et Varon, le coupable de la catastrophe, l'homme qui les avait amenés là, y survécut. Au moment où l'anneau se refermait, il réussit avec un petit détachement de cavalerie à s'échapper et fila vers Vénusia. Il abandonna l'armée qu'il avait lui-même condamnée. L'histoire aime l'ironie cruelle. Le héros périt dans la boue et l'imbécile galope au loin pour continuer à vivre. Vers le soir, le massacre commença à s'apaiser. Non pas parce qu'il n'y avait plus d'ennemis, mais parce que les bras des tueurs étaient fatigués. Le soleil, qui toute la journée avait aveuglé les Romains, passa enfin derrière l'horizon, comme s'il ne pouvait plus regarder ce qui l'éclairait. Le champ de bataille offrait un paysage surréaliste. Des montagnes de corps s'élevaient au-dessus de la plaine. À certains endroits, les cadavres gisaient sur 3 ou 4 couches. Les blessés, écrasés par les morts, gémissaient dans l'obscurité, suppliant pour de l'eau ou pour le coup de grâce. L'air était épais, métallique, lourd. Les vainqueurs erraient parmi cette montagne de chair, achevant les survivants et ramassant les trophées. Les Carthaginois étaient ivres, pas de vin, mais de sang et d'adrénaline. Ils avaient accompli l'impossible. Ils avaient détruit Rome. C'est ce qu'ils croyaient. Ils regardaient leurs mains, rouges jusqu'au coude, et croyaient que la guerre était finie. Dans la tente d'Hannibal, on préparait déjà le festin. Mais sur le champ même, dans le silence troublé seulement par les râles des mourants, un nouvel acte du drame commençait. Ceux qui avaient survécu à ce hachoir enviaient les morts. Mais pour Hannibal, arrivait le moment le plus difficile. Le moment où la tactique s'arrête et où la stratégie commence. Il se tenait au sommet de sa grandeur. À ses pieds, gisait le géant terrassé. Il semblait qu'il suffisait de faire un pas de plus et Rome tomberait. Mais c'est précisément à ce moment, alors que l'euphorie voilait les yeux de ses généraux, qu'un homme osa poser la question qui allait changer le cours de l'histoire. Et cette question ne résonnerait pas sur le champ de bataille, mais autour d'une coupe de vin, quand les vainqueurs partageraient le butin retiré des doigts froids de la noblesse romaine. La lune se leva sur les Pouilles, éclairant un paysage qui ressemblait plus à la surface d'une planète étrangère qu'à l'Italie. Des collines de corps, des rivières de sang noir coagulées. Mais dans la tente du commandant en chef carthaginois, dressé non loin de ce champ de mort, résonnait un autre son. Pas des gémissements, pas des râles, mais un tintement métallique. Le tintement de l'or. Ce n'était pas le butin de maraudeurs pillant les convois, c'était le rapport du travail accompli. Les soldats apportaient dans la tente d'Hannibal des anneaux équestres en or. On les retirait des doigts des aristocrates romains tués. Un anneau, une vie noble. Un anneau, un sénateur, un magistrat, un officier d'une lignée ancestrale. On dit qu'au matin, dans un coin de la tente, se trouvaient 3 modius de ces anneaux. C'est plus d'un demi-mètre cube d'or. Imaginez, seau après seau, rempli non pas de grains, mais des symboles de l'élite romaine anéantie. Hannibal était assis et regardait ce tas. Il était épuisé. Sa tunique collait probablement à son corps à cause de la sueur et de la poussière. Il avait accompli l'impossible.
Il venait de mener une bataille parfaite. Cannes deviendrait l'étalon de la tactique pour des milliers d'années, étudié dans les académies militaires de la Prusse à West Point. Il avait décapité Rome, littéralement. Le Sénat était amputé d'un tiers. Presque chaque famille noble de la ville avait perdu un fils ou un père. L'euphorie régnait autour. Les officiers riaient, se tapaient dans le dos, buvaient du vin pur. Pour eux, la guerre était finie. L'armée de campagne romaine était détruite. La route de Rome était ouverte. Il ne restait plus qu'à venir prendre les clés de la ville éternelle. À ce moment, Maharbal fit irruption dans la tente. Le commandant de la cavalerie numide, l'homme éclair, celui qui avait fermé l'anneau de l'encerclement, celui qui avait pourchassé les Romains toute la journée. Il n'avait pas encore refroidi. Ses yeux brillaient de l'éclat fiévreux du prédateur, sentant l'odeur du sang d'une victime blessée. Il ne voulait pas de vin, il ne voulait pas de repos. Il voulait finir ce que le garçon de 9 ans et son père avaient commencé près du feu sacrificiel. « Hannibal !» Sa voix couvrit le bruit du festin. « On ne peut pas s'arrêter. La victoire est entre nos mains. Donne-moi la cavalerie, tout de suite. Je pars devant et tu suis avec l'armée. » Le silence tomba dans la tente. Tous regardèrent Maharbal, puis Hannibal. Le Numide s'approcha, sa voix tremblait d'impatience. « Si tu pars immédiatement, dans 5 jours, tu dîneras au Capitole. Rome est sans défense. Il n'y a pas de troupes. Il n'y a que des vieillards et des femmes en pleurs. Nous entrerons dans la ville comme dans du beurre. » Ce fut peut-être le moment le plus important de l'histoire de la civilisation occidentale. Le sort du monde ne tenait qu'à un fil, et ce fil était entre les mains d'un seul homme, Hannibal Barca. Il regarda son meilleur cavalier. Puis, il reporta son regard sur ses soldats, dormant d'un sommeil de mort, à même le sol parmi les cadavres. Son armée était fatiguée. Les hommes s'étaient battus toute la journée sous la chaleur. Ils avaient tué 70 000 personnes. C'est un travail physique lourd. Rome est à près de 400 km. 400 km de marche pour une armée qui n'a pas de machine de siège, pas assez de réserves de nourriture, et qui vient de survivre à un effort suprême. Hannibal était un pragmatique. Il savait que prendre la ville d'assaut était un risque. Rome n'est pas juste un point sur une carte, c'est une forteresse aux hauts murs. Si les portes se ferment, le siège commencera. Un siège long, épuisant, auquel il n'est pas prêt. Il pensait en professionnel. D'abord consolider le succès, donner du repos aux hommes, soulever une révolte parmi les alliés italiens de Rome. Que Rome pourrisse de l'intérieur, qu'elle tombe d'elle-même à ses pieds quand elle verra que la résistance est inutile. « Non, » dit Hannibal, « l'affaire est trop importante pour la décider à chaud. J'ai besoin de temps pour tout peser. Les soldats ont besoin de repos. » Maharbal recula, comme s'il avait reçu une gifle. Il ne pouvait en croire ses oreilles. Devant lui était assis un génie de la tactique, un homme qui voyait le champ de bataille comme un échiquier, mais qui devenait soudain aveugle face à l'objectif principal. Le Numide comprit que le moment était passé, que l'histoire venait de prendre un mauvais tournant. Il regarda son commandant dans les yeux et lança une phrase qui devint l'épitaphe de toute la campagne d'Hannibal. Une phrase pleine d'amertume et d'une terrible prophétie. Les dieux ne donnent pas tous les talents au même homme. Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire. Vincere sis, Hannibal. Victoria utinescis. Maharbal sortit de la tente dans la nuit noire, laissant le vainqueur seul avec la montagne d'anneaux d'or. Avait-il raison? Les historiens en débattent depuis 2000 ans. D'un côté, l'armée d'Hannibal était effectivement épuisée.
Marcher sur Rome sans engin de siège était une aventure. De notre côté, Rome était en état de choc absolu. La panique est une arme plus terrible que la catapulte. Si les étendards carthaginois étaient apparus aux portes quelques jours après la nouvelle de Cannes, peut-être la ville aurait-elle simplement ouvert ses portes de terreur. Peut-être. Mais Hannibal n'était pas un joueur de roulette. Il était un mathématicien de la guerre. Et dans son équation, le risque d'une marche sur Rome dépassait le gain possible. Il choisit la logique, par l'intuition. Il décida que la guerre était déjà gagnée, que Rome, ayant perdu son armée, demanderait la paix. Il se trompait sur un point. Il jugeait les Romains d'après lui-même, d'après les standards hellénistiques, où la guerre dure jusqu'à la bataille décisive, après laquelle le perdant signe un traité et paie un tribut. Il ne comprenait pas à qui il avait affaire. Il ne comprenait pas que Rome n'est pas une armée, ni des murs. Rome est une idée. Et cette idée ne reconnaît pas la défaite. Le refus d'Hannibal de marcher sur la capitale offrit à la République la chose la plus précieuse qu'elle pouvait avoir à ce moment-là: du temps. Ces quelques jours qu'Hannibal passa à se reposer et à réfléchir devinrent de l'oxygène pour une Rome qui suffoquait. Alors que les Carthaginois célébraient et partageaient le butin, sûrs que l'affaire était faite, le pendule du destin repartit dans l'autre sens. Hannibal avait gagné la bataille, mais c'est cette nuit-là, en refusant la marche sur le Capitole, qu'il commença à perdre la guerre. Le silence qui s'abattit sur le camp des vainqueurs était trompeur. Ce n'était pas le calme avant la paix, mais avant une tempête d'un tout autre genre. Hannibal pensait avoir brisé l'échine de la bête. En réalité, il l'avait seulement acculée dans un coin d'où il n'y a que deux issues: la mort ou la rage. Pendant ce temps, loin au nord, le premier cavalier, couvert de poussière et de sang séché, approchait déjà des portes de Rome. Il apportait une nouvelle qui devait tuer la ville. La nouvelle qu'il n'y avait plus d'armée. La nouvelle que les consuls étaient écrasés. La nouvelle qu'Hannibal arrivait. Mais au lieu de mourir de peur, Rome fit ce que personne n'attendait d'elle. Elle cessa de pleurer et commença à aiguiser les couteaux. La nouvelle de Cannes frappa Rome non comme la foudre, mais comme un marteau lourd et émoussé, fracassant un crâne. D'abord, il y eut des rumeurs, des chuchotements apportés par le vent du sud. Puis, sur la voie appienne, apparut le premier cavalier. Pas un messager avec une couronne de laurier annonçant la victoire, mais un spectre sur un cheval épuisé. Un homme sans casque, aux yeux vides, ayant vu l'enfer. Quand il ouvrit la bouche, la ville se figea. « Notre armée n'existe plus, dit-il. Vous devez comprendre ce que signifiaient ces mots pour un Romain de l'an 216 avant notre ère. Ce n'est pas juste « nous avons perdu une bataille ». Cela signifiait la fin du monde. Imaginez que demain matin, vous allumiez les informations et appreniez que toutes les forces armées de votre pays ont été détruites en un jour. Totalement. Il n'y a plus ni marine, ni aviation, ni infanterie. Et l'ennemi qui a fait cela se trouve à quelques jours de marche de chez vous. La première nuit, Rome perdit la raison. Les sanglots des femmes étaient si forts qu'il semblait que les 7 collines elles-mêmes hurlaient de douleur. Il n'y avait pas une seule famille, pas une seule, que la mort n'avait pas touchée. Les mères appelaient leurs fils, les épouses appelaient leurs maris. C'était une psychose collective. Les gens couraient dans les rues, priaient les dieux, maudissaient les consuls. Il semblait que le tissu social de la République allait se déchirer et que la ville plongerait dans l'anarchie, attendant qu'Hannibal vienne achever les survivants. Mais c'est précisément à ce moment, au bord du gouffre,
que s'enclencha ce mécanisme qui distinguait Rome de tout autre État de l'Antiquité. Au lieu de s'effondrer, le système se solidifia. Le Sénat ne s'enfuit pas. Les sénateurs sortirent sur le forum. Les vieillards, dont beaucoup avaient perdu leurs enfants à Cannes, prirent leur place. Dans cette tempête d'émotions, ils devinrent un point de calme glacial. Et la première chose qu'ils firent fut quelque chose de monstrueux du point de vue de la morale moderne, mais absolument nécessaire à la survie. Ils interdirent le chagrin. Un décret fut publié. Interdiction aux femmes d'apparaître dans les rues et de pleurer publiquement. Le deuil fut limité à 30 jours. « Cachez vos larmes », dit le Sénat. « Ce n'est pas le temps des mères, c'est le temps des louves. » Les portes de la ville furent fermées. La garde reçut l'ordre de tuer quiconque tenterait de fuir la ville, qu'il soit esclave ou patricien. Rome se transforma en forteresse assiégée avant même que l'ennemi n'approche des murs. Mais la peur n'avait pas disparu. Elle était simplement partie dans la clandestinité, dans les profondeurs sombres de l'inconscient collectif. Et pour faire face à cette terreur primitive, les Romains se tournèrent vers les rituels les plus sombres, les plus archaïques, dont ils évitaient de se souvenir en temps civilisé. Au Forum Boarium, au cœur même de la ville, une chambre de pierre fut creusée. Les prêtres consultèrent les livres sibyllins, un recueil d'anciennes prophéties. La réponse fut terrible. Pour sauver la ville, il faut nourrir la terre avec du sang étranger. Dans cette chambre, on descendit vivant 4 personnes. 2 Grecs, un homme et une femme, et 2 Gaulois, également un couple. Ils ne furent pas tués par l'épée. Ils furent enterrés vivants. Imaginez ce rituel. La foule se tient dans un silence de mort. Les prêtres récitent des prières que personne ne comprend. La dalle de pierre ferme lentement l'entrée du souterrain, coupant la lumière et l'air. Les Romains, ce peuple de juristes et d'ingénieurs, ce peuple fier de son droit et de sa civilisation, au moment du danger mortel, revinrent aux sacrifices humains. C'était un acte de désespoir extrême. C'est comme s'ils disaient aux dieux du monde souterrain « Prenez ces vies, mais ne touchez pas à Rome ». Cela montre à quel point le traumatisme de Cannes était profond. Ils étaient prêts à vendre leur âme juste pour survivre. Et ces ténèbres fonctionnèrent. Après le sacrifice, l'hystérie fit place à une détermination froide et méchante. La dictature de la peur se transforma en dictature de la volonté. La ville avait besoin de soldats. Mais où les prendre si la fleur de la nation pourrit dans les champs dépouilles? Le Sénat prit des mesures qui semblaient auparavant impensables. Ils ouvrirent les prisons. Débiteurs, criminels, bandits, tous reçurent l'amnistie en échange d'une épée. Mais ce n'était pas assez. Alors Rome fit un pas qui rayait toutes les normes sociales du système esclavagiste. L'État racheta 8000 esclaves jeunes et robustes à des propriétaires privés. On leur donna des armes. On leur donna des armures. On leur dit « Apportez-nous les têtes des Carthaginois et vous aurez la liberté ». C'étaient les volones, des volontaires issus des esclaves. Imaginez le niveau de menace si les propriétaires d'esclaves arment leurs esclaves sans craindre de révolte. L'ennemi commun s'est avéré plus effrayant que la haine de classe. Des adolescents, des gamins de 14 ou 15 ans, enfilaient les casques de leurs pères défunts. C'était une armée de fantômes, une armée de rebuts et d'enfants, menée par des vieillards. Mais cette armée avait un but: tuer. Hannibal, depuis son camp, décida de tester la résistance des Romains. Il agit en vainqueur civilisé. Il détenait des milliers de Romains prisonniers. Il envoya des ambassadeurs au Sénat avec une proposition de rachat des captifs pour une somme modique. C'était la pratique standard de la guerre de l'époque. La réponse du Sénat devint légendaire. Les Romains refusèrent même de laisser entrer l'ambassadeur carthaginois dans la ville.
On lui transmit la réponse à travers les portes. Rome ne rachète pas les prisonniers. Ceux qui se sont rendus ne nous sont pas nécessaires. Qu'ils meurent ou deviennent esclaves. Réfléchissez à la cruauté de cette décision. Le Sénat refusa de sauver ses citoyens. Pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, il y en avait, mais parce qu'il fallait envoyer un signal. Un signal à Hannibal. Nous ne négocions pas. Et un signal à ses propres citoyens. Dans cette guerre, il n'y a pas de captivité. Il n'y a que la victoire ou la mort. Les Romains sacrifièrent consciemment des milliers de leurs compatriotes pour tremper le caractère de ceux qui restaient. Quand Hannibal entendit cette réponse, on dit qu'il cessa de sourire pour la première fois. Il comprit qu'il avait commis une erreur en ne marchant pas sur Rome tout de suite. Il pensait faire la guerre à un État qu'on peut contraindre à la paix par la douleur. Mais il se heurtait à autre chose. Rome s'était transformée en une secte totalitaire, obsédée par l'idée de survie. Hannibal avait brisé le corps romain, mais par son coup, il avait, sans le vouloir, réveillé l'esprit romain. De la République molle, corrompue et discuteuse, naquit une machine de guerre dénuée de pitié. Cette Rome que nous connaissons, de fer impitoyable, marchant sur la tête des peuples, est née précisément en ces jours noirs après Cannes. Ils cessèrent d'être des marchands et des politiciens. Ils devinrent des prédateurs. Le slogan « Pas de paix » devint une religion. Et tandis qu'Hannibal s'agitait dans le sud de l'Italie, tentant de soulever une révolte parmi les alliés, Rome commença lentement, douloureusement, à restructurer sa stratégie. Les attaques furieuses furent remplacées par une patience glaciale. Sur la scène apparut un homme qu'on appelait le temporisateur, mais dont la lenteur s'avéra plus meurtrière que n'importe quelle épée. Fabius Maximus Cunctator était prêt à jouer avec Hannibal sur le long terme, où le vainqueur n'est pas celui qui frappe le plus fort, mais celui qui reste debout le plus longtemps. Alors que Rome apprenait la haine, un homme entra dans l'arène politique pour enseigner la patience à la République. Il s'appelait Quintus Fabius Maximus. L'histoire se souviendra de lui sous le surnom de Cunctator, le temporisateur. Au début, on lui crachait ce mot dans le dos comme une insulte. Les Romains, habitués à la guerre offensive, haïssaient ses méthodes. Ils le traitaient de lâche, de vieillard dont le sang était trop froid pour une vraie bagarre. Mais des années passeraient, et ce surnom deviendrait un titre honorifique gravé dans le marbre. Fabius était l'antipode de Varron. Si Varron était le feu dévorant tout alentour, Fabius était l'eau éteignant ce feu. Il avait compris une vérité simple et terrible. On ne peut pas vaincre Hannibal dans une bataille générale. Ce démon carthaginois est le meilleur tacticien du monde. L'affronter en plaine, c'est jouer selon ses règles, et à son jeu, le casino gagne toujours. Fabius renversa l'échiquier. Il imposa à Hannibal la guerre que celui-ci craignait le plus. Une guerre sans bataille. Imaginez la situation d'Hannibal. Il est un prédateur enfermé dans une cage appelée Italie. Il s'agite à travers la péninsule, cherche le combat, cherche la gloire, cherche le coup décisif. Mais l'armée romaine, telle une ombre, le suit à la trace, occupant les hauteurs dominantes, mais ne descendant jamais dans la plaine. Hannibal brûle un village, les Romains regardent. Hannibal ravage les champs, les Romains attendent. C'était la stratégie de la terre brûlée. Fabius ordonna aux paysans de brûler leurs maisons et de détruire les récoltes avant l'arrivée de l'ennemi. Cruel, sans aucun doute. Mais c'était une cruauté chirurgicale. Hannibal se retrouva dans un vide. Il n'avait pas de base de ravitaillement, pas de port, pas de renfort. Il était forcé de dépenser toutes ses forces à chercher de la nourriture pour son immense armée. Le grand général s'était transformé en grand fourrageur. Son génie se dépensait non pas en manœuvres brillantes,
mais en quête de grains et de bœufs. Les mois passèrent, s'additionnant en années. L'an 215-214 avant notre ère. L'Italie s'était transformée en ruine fumante. Les alliés de Rome, voyant qu'Hannibal ne pouvait les protéger des expéditions punitives romaines, commencèrent à douter. Hannibal gagnait chaque escarmouche, mais perdait la guerre des ressources. Il était semblable à un boxeur poids lourd, montant sur le ring et découvrant que son adversaire se contente de courir autour de lui en cercle, l'épuisant sans le laisser porter de coups. Les Romains cessèrent de mourir par milliers en un jour. Ils commencèrent à étouffer l'ennemi lentement, méthodiquement. Et tandis que le vieux Fabius tenait le bouclier, derrière son dos grandissait celui qui prendrait l'épée. Dans l'ombre de cette guerre épuisante, monta l'étoile de Publius Cornelius Scipio. Vous vous souvenez de lui? Il était là, à Cannes. Un tribun militaire de 19 ans qui avait vu l'anneau se refermer. Il était l'un des rares à s'être frayé un chemin à travers les rangs carthaginois et à avoir survécu. Ce jour-là, quand 70 000 de ses camarades furent transformés en engrais, Scipion ne se brisa pas. Il apprit. Scipion était un phénomène unique pour Rome. Il portait les cheveux longs à la manière grecque, se rasait la barbe et, dit-on, passait chaque matin des heures seul dans le temple de Jupiter, conversant avec les dieux. Les soldats murmuraient qu'il était le fils d'une divinité. Charismatique, intelligent, audacieux. Mais surtout, il fut le premier Romain à vraiment comprendre Hannibal. Il ne haïssait pas l'ennemi de la haine aveugle de Varron. Il le respectait. Il l'admirait. Et il décida de devenir lui. Tandis que Fabius épuisait Hannibal en Italie, Scipion proposa un plan insensé. Frapper non pas Hannibal, mais ses racines. L'Espagne. L'Espagne était le fief personnel de la famille des Barcides. C'était leur trésorerie, leur pépinière de cadres, leur base. C'est de là que venait l'argent pour payer les mercenaires et les soldats frais. Le Sénat était sous le choc. Envoyer une armée outre-mer alors que l'ennemi est aux portes de Rome, cela semblait suicidaire. Mais les vieux consuls étaient morts, et les nouveaux craignaient les responsabilités. Scipion, qui n'avait que 24 ans, un gamin selon les normes politiques romaines, exigea le commandement. Et le peuple, fatigué de la défense sans fin, lui donna l'imperium. Scipion arriva en Espagne non comme un général romain ordinaire, marchant en phalange, droit sur l'ennemi. Il agit comme un élève d'Hannibal. Son premier coup fut la prise de la nouvelle Carthage, la capitale des Barcides en Espagne. Il n'entama pas un long siège. Il apprit des pêcheurs locaux que la lagune protégeant la ville du côté de la mer devenait peu profonde à marée basse. Et il frappa précisément là où personne ne l'attendait. Les soldats de Scipion traversèrent l'eau infranchissable et firent irruption dans la ville. Ce fut un choc. Hannibal, en Italie, sentit soudain le sol se dérober sous ses pieds. Il avait perdu son portefeuille et son arsenal. Mais Scipion fit bien plus que simplement prendre une ville. Il changea la philosophie même de la guerre romaine. Il renonça à la formation linéaire rigide. Il divisa les légions en cohortes, des unités plus petites et manœuvrables, capables d'agir de manière autonome. Il instaura de longs entraînements, forçant les légionnaires à apprendre l'escrime et non plus simplement à pousser avec les boucliers. Il créa une nouvelle armée romaine, souple, rapide, mortelle. Une armée créée à l'image et à la ressemblance de l'armée d'Hannibal, mais avec la discipline romaine. Tandis qu'en Italie se jouait une sombre partie d'échecs entre Fabius et Hannibal, où chaque coup était réfléchi pendant des semaines, en Espagne, Scipion menait une guerre éclair. Il battait les généraux carthaginois l'un après l'autre. Ils utilisaient leurs propres tactiques, contournement par les flancs, embuscades, fausses retraites. Les Romains lisaient avec stupéfaction les rapports.
victoire à Baécula, victoire à Ilipa. Il semblait que le dieu de la guerre, Mars, qui s'était détourné d'eux à Cannes, souriait de nouveau à ses enfants. Hannibal se retrouva dans une impasse stratégique. Il était toujours invaincu en Italie, mais ses victoires devenaient dénuées de sens. À quoi bon écraser encore un détachement romain si votre base en Espagne est détruite, si vos frères subissent des défaites, et si Rome aligne de nouvelles légions plus vite que vous n'avez le temps d'essuyer votre épée? La guerre s'était transformée en course contre la montre. Hannibal vieillissait. Ses vétérans, ses lions, qui avaient traversé les Alpes avec lui, périssaient dans de petites escarmouches ou mouraient de maladie. Et pour les remplacer, venaient des mercenaires italiens peu fiables. À Rome, on commençait à relever la tête. La peur qui avait paralysé la ville pendant des années commençait à céder la place à un froid d'espoir. Ils voyaient que le colosse aux pieds d'argile vacillait. Scipion avait prouvé qu'on pouvait battre les Carthaginois, qu'on pouvait les battre avec panache, audace et de manière écrasante. Mais Hannibal n'aurait pas été Hannibal s'il n'avait pas eu un dernier atout dans sa manche. Il comprenait qu'il perdait la guerre d'usure. Il avait besoin de sang frais. Il avait besoin d'une nouvelle armée. Et il savait où la trouver. Il attendait des nouvelles de son frère, Hasdrubal, qui, répétant l'exploit vieux de 10 ans, menait une nouvelle et immense armée à travers les Alpes. Le plan était simple et effrayant. Les deux armées carthaginoises devaient faire leur jonction au centre de l'Italie. Hannibal venant du sud, Hasdrubal du nord. Si ces pinces s'étaient refermées, Rome aurait été définitivement écrasée. Aucun Fabius, aucun Scipion n'aurait pu arrêter une horde de 100 000 hommes sous le commandement des deux fils d'Hamilcar. Le sort de Rome ne tenait de nouveau qu'à un fil, et le couteau prêt à le couper était déjà levé. Dans le camp d'Hannibal régnait une attente tendue. Il regardait vers le nord, scrutant l'horizon, attendant les messagers de son frère. Il savait qu'Hasdrubal arrivait, il le sentait. Mais il ne savait pas que les Romains savaient aussi apprendre de leurs erreurs. Et cette fois, ils décidèrent de ne pas attendre le coup, mais de le porter les premiers, accomplissant l'une des marches les plus risquées de l'histoire militaire. La scène était prête pour le dénouement. Mais la fin de ce drame ne s'écrirait pas à l'encre dorée du triomphe, mais avec la boue et le sang sur les rives du Métaure. L'an 207 avant notre ère. L'Italie fond sous la chaleur et la tension. L'air est épais comme avant l'orage. Mais cette fois, l'orage ne vient pas du ciel, mais du nord. Toute la guerre, toutes ces années de sang, de faim et de villages brûlés se sont contractées en un point, en une question. Vont-ils se rencontrer ou non? Hannibal se trouve tout au sud, dans le Brutium. Il attend. Il ressemble à un vieux lion acculé, qui peut encore déchiqueter quiconque s'approche trop près, mais qui sent déjà ses forces l'abandonner. Il regarde les routes du nord. Il attend les messagers. Il sait que son frère Hasdrubal a accompli l'impossible. Il a répété la traversée légendaire des Alpes, amenant avec lui une nouvelle armée, des éléphants et des machines de siège. Si ces deux forces font leur jonction, c'est la fin de Rome. C'est de l'arithmétique simple. Hannibal, avec son génie tactique, plus les légions fraîches d'Hasdrubal, c'est un marteau qui réduira l'enclume romaine en poussière. Les Romains le savent. Dans la ville éternelle, la panique a atteint un tel degré que les gens ont peur même de respirer. Le Sénat siège jour et nuit. Les femmes balaient le sol des temples avec leurs cheveux, suppliant les dieux pour un miracle. Mais l'histoire de la guerre dépend souvent d'un rien, d'un fer à cheval, d'un clou, d'une sentinelle ivre, ou, comme cette fois, de 4 cavaliers gaulois. Hasdrubal écrit une lettre à son frère. Rendez-vous en Ombrie. Il confie ce rouleau à ses meilleurs messagers.
Ils doivent traverser toute l'Italie. Et ils y parviennent presque. Mais au tout dernier moment, non loin du camp d'Hannibal, ils se trompent de chemin. Ils se perdent et tombent droit dans les mains des patrouilles romaines. La lettre qui devait perdre Rome atterrit sur la table du consul romain Caius Claudius Nero. Retenez ce nom. Néron. Pas le fou qui brûlera Rome 200 ans plus tard, mais un soldat dur et résolu qui la sauvera maintenant. Il lit la lettre. Il comprend tout. Il comprend qu'il n'a que quelques jours. S'il agit selon le règlement, écrire au Sénat, attendre la permission, coordonner les plans, Rome périra. Et Néron commet un acte qui, selon les lois romaines, est puni de mort. Il abandonne son poste. Il ne laisse devant Hannibal qu'un écran, des mannequins et des feux pour créer l'apparence de la présence de toute l'armée, et lui-même, avec 7000 hommes d'élite, s'élance et marche vers le nord. Ce n'était pas une marche, c'était une course. Les Romains marchaient jour et nuit, presque sans halte. Dans les villages, les gens couraient sur la route, apportant eau, pain, viande, suppliant les soldats de manger en marchant. Les vieillards pleuraient et les bénissaient. Tout le monde comprenait. Ces hommes poussiéreux, en sueur et furieux, étaient le dernier espoir. Néron devait réussir à rejoindre le second consul, Livius Salinator, avant qu'Hasdrubal ne comprenne ce qui se passait. La bataille eut lieu près de la rivière Métor. Hasdrubal comprit qu'il était tombé dans un piège lorsqu'il entendit le son de la trompette. La trompette romaine sonna 2 fois. Cela signifiait qu'il y avait 2 consuls dans le camp ennemi. 2 consuls contre une seule armée carthaginoise. Il tenta de battre en retraite la nuit, mais ses guides s'enfuirent, et l'armée s'égara dans l'obscurité sur la rive de la rivière en crue. Au matin, commença le massacre. Hasdrubal se battit comme un lion. Il comprenait que c'était la fin. Son armée, adossée à la rivière, se faisait anéantir. Les Espagnols tombaient sous les coups des légions. Les éléphants, rendus fous par les blessures, piétinaient leurs propres troupes. Voyant que la bataille était perdue, le frère d'Hannibal fit ce que devait faire un fils d'Hamilcar. Il ne chercha pas le salut. Il éperonna son cheval et fonça au plus fort d'une cohorte romaine. Il cherchait une mort digne de son nom. Et il la trouva. Rome vainquit. Pour la première fois depuis de longues années, ce n'était pas un match nul, pas un succès stratégique, mais une déroute totale, sanglante, incontestable. 50 000 Carthaginois restèrent couchés près du Métor. Mais il ne suffisait pas à Néron de vaincre. Il devait envoyer un message. Il ordonna de trouver le corps d'Hasdrubal. Parmi les tas de chair, dans la boue et le sang, les Romains trouvèrent le général mort. Néron regarda le visage de l'ennemi et donna un ordre qui fit frémir même ses rudes centurions. Il ordonna de lui couper la tête. La marche de retour vers le sud fut encore plus rapide. Néron était pressé. Il apportait un colis à Hannibal. Imaginez la scène dans le camp d'Hannibal. L'été, la fournaise, les mouches. Le grand Carthaginois attend toujours. Il ne sait rien de la bataille. Il ne sait rien de la lettre. Il espère voir d'un jour à l'autre les étendards de son frère à l'horizon. Et voilà qu'apparaissent les cavaliers romains. Ils n'attaquent pas. Ils galopent vers les avant-postes du camp carthaginois. L'un d'eux fait tournoyer quelque chose de lourd, enveloppé dans un chiffon, et le jette par-dessus la palissade. L'objet tombe dans la poussière avec un bruit sourd, roulant jusqu'au pied des gardes numides. On appelle Hannibal. Il sort de sa tente, plissant les yeux à cause du soleil. Les soldats s'écartent, craignant de le regarder dans les yeux. Par terre, gît une tête. Hannibal met lentement un genou à terre. Il prend la tête dans ses mains. La chaleur et le temps ont déjà altéré les traits,
Mais il les reconnaît. Il reconnaît ce nez, ces lèvres, cette forme des yeux. C'est le visage qu'il voyait dans son enfance, en jouant dans les jardins de Carthage. Le visage du frère qui a traversé la moitié du monde pour le sauver et qu'il n'a pas pu protéger. C'était le moment de l'effondrement absolu. Les Romains n'avaient pas simplement tué son frère. Ils avaient jeté sa tête comme un déchet, comme un morceau de charogne. C'était un geste d'une incroyable cruauté barbare, et en même temps, le signe d'une confiance en soi absolue. Rome n'avait plus peur. Rome lui riait au visage. Hannibal regardait les yeux morts d'Hasdrubal, et y voyait plus que la mort d'un être cher. Il y voyait Carthage en flammes. « Je reconnais le destin de Carthage », dit-il doucement. Il n'y avait pas d'emphase dans cette phrase, seulement une fatigue sans fond. Il comprit que la guerre était perdue. Pas sur le champ de bataille, mais ici, à cet instant. Les dieux s'étaient détournés. La chance, cette femme capricieuse qu'il avait embrassée à Cannes, était partie avec un autre. Son génie était toujours là, son armée lui était fidèle, mais l'espoir était mort. Les Romains au Métor n'avaient pas simplement détruit une armée d'invasion, ils avaient détruit l'avenir d'Hannibal. Désormais, il était seul. Seul dans un pays étranger, entouré d'ennemis qui devenaient chaque jour plus forts, plus méchants et plus expérimentés. L'anneau qu'il avait jadis resserré autour des Romains à Cannes commençait maintenant, une décennie plus tard, à se resserrer autour de lui. Et il n'y avait plus personne pour le desserrer. Hannibal se releva. Il ne pleura pas. Ceux qui pleurent ont l'espoir d'être consolés. Lui n'en avait pas. Il ordonna d'enterrer la tête de son frère et de se préparer à la retraite. La grande chasse était finie. Désormais, le gibier, c'était lui. Il ne lui restait plus qu'une chose, prendre son armée et retourner là d'où tout avait commencé, en Afrique, pour le duel final où le destin mettrait les points sur les i. Le cercle s'est refermé. L'histoire, commencée par le serment d'un petit garçon près du feu sacrificiel, est arrivée à sa conclusion logique, non pas dans les montagnes brumeuses d'Italie, mais ici, dans les sables brûlés par le soleil d'Afrique du Nord. L'an 202 avant notre ère. Un lieu dit Zama. L'air ici vibre de chaleur différemment qu'à Cannes. Ici, ça ne sent pas les pins et la poussière, mais la terre sèche et la peur ancienne. Les deux plus grands généraux de l'époque se font face, Hannibal Barca et Publius Cornelius Scipio, le maître et l'élève. Le vieux lion dont la peau est couverte des cicatrices de milliers de combats, et le jeune aigle royal resplendissant qui a grandi avec les récits de la cruauté du lion. On dit qu'ils se sont rencontrés avant la bataille. Imaginez cette scène. Deux armées attendent, et au milieu, dans un silence de mort, deux hommes dont dépend le sort du monde s'approchent. Hannibal regarde Scipion dans les yeux et y voit son propre reflet. Il y voit la même audace, la même intelligence, la même détermination froide qu'il avait lui-même 15 ans plus tôt. Le Romain n'a pas seulement appris les leçons d'Hannibal, il les a absorbées. Il est devenu Hannibal, mais parlant latin. Mais le temps des paroles est révolu. Hannibal mise sur la force brute. Il a 80 éléphants de combat. C'est la division blindée de l'Antiquité. Des chars vivants, capables de piétiner n'importe quelle infanterie, de semer la panique par leur seul barrissement. Hannibal compte sur cette terreur primitive pour briser la formation romaine dès les premières minutes. Les trompettes rugissent, la terre commence à trembler. 80 géants gris, poussés par leurs cornacs, s'élancent vers les rangs romains. C'est une avalanche de chair et de défense. Une infanterie ordinaire aurait dû s'enfuir
ou être écrasé en une bouillie sanglante. Mais Scipion n'est pas un général ordinaire, et ses légions ne sont plus ce troupeau mené à l'abattoir par Varron à Cannes. Scipion savait que les éléphants attaqueraient, et il leur a préparé une surprise, géniale dans sa simplicité. Au lieu d'un mur continu de boucliers, il a disposé ses manipules en colonnes, laissant entre elles de larges passages traversants, des couloirs remplis seulement d'air. Les éléphants, ces animaux intelligents, n'aiment pas percuter des obstacles s'ils voient une voie libre. L'instinct de conservation les pousse là où c'est vide. Les géants lancés, au lieu de percuter les Romains, s'engouffrèrent dans ces couloirs comme de l'eau entre les doigts. Et là, dans ces passages, ce ne sont pas des victimes qui les attendaient, mais des bourreaux. Les vélites romains, l'infanterie légère, criblèrent les animaux d'une grêle de javelots, visant les parties tendres. Les éléphants, fous de douleur, traversèrent toute l'armée de part en part sans lui faire de mal, ou pire, firent demi-tour et chargèrent leurs propres troupes. Hannibal vit son atout principal se transformer en poussière. Mais la bataille ne faisait que commencer. Et ici joua l'ironie la plus cruelle du sort. Vous souvenez-vous de la cavalerie numide? Ces mêmes cavaliers qui, à Cannes, avaient encerclé les Romains et organisé le massacre? Maintenant, ils étaient ici. Mais ils ne se tenaient pas aux côtés d'Hannibal. Ils se tenaient aux côtés de Scipion. Massinissa, roi des Numides, était passé du côté de Rome. La meilleure cavalerie du monde portait désormais les couleurs romaines. Hannibal, qui avait vaincu toute sa vie grâce à la supériorité de sa cavalerie, se retrouvait maintenant sans elle. Il restait à pied contre celui qui lui avait volé ses ailes. Lorsque l'infanterie s'affronta au corps à corps, ce fut un combat de vétérans. Les soldats d'Hannibal savaient qu'il n'y avait nulle part où reculer. Derrière, c'était Carthage. Les soldats de Scipion savaient qu'ils devaient venger leur père. Ils se battaient en silence, avec acharnement. Hannibal utilisa toutes ses réserves. Il jeta dans la bataille sa vieille garde, ceux qui avaient traversé l'Italie avec lui. Pendant un moment, il sembla qu'il pouvait gagner. La ligne romaine plia. Mais Scipion ne faisait pas que copier Hannibal. Il le surpassa. Tandis que l'infanterie tenait le choc, la cavalerie romaine numide, ayant dispersé les restes de la cavalerie carthaginoise, effectua un large contournement. Hannibal, qui se tenait à l'arrière, sentit probablement un frisson froid de reconnaissance. Il entendit le grondement des sabots dans son dos. C'était Cannes à l'envers. Scipion fit à Hannibal la même chose qu'Hannibal avait faite aux Romains 14 ans plus tôt. Frappe dans le dos. L'anneau se referma. Le chasseur devint lui-même la proie. Le plus grand tacticien de l'histoire tomba dans son propre piège, refermé par son meilleur élève. L'armée carthaginoise cessa d'exister. 20 000 tués, presque autant de prisonniers. Hannibal, le grand et terrible Hannibal, s'enfuit du champ de bataille, sauvant sa vie pour voir plus tard sa ville natale plier le genou devant Rome. Carthage était brisée. Elle donna sa flotte, donna ses éléphants, donna de l'argent et surtout donna son droit à une politique étrangère indépendante. Le grand empire commercial devint une ombre, un vassal attendant sa fin définitive qui viendrait un demi-siècle plus tard avec ces mots: Carthage doit être détruite. Mais éloignons-nous de la tactique et regardons le tableau d'ensemble. Regardez cette histoire à vol d'oiseau. Hannibal Barca était un génie. Peut-être l'esprit militaire le plus doué que la terre ait jamais porté. Il a mené une campagne parfaite. Il portait des coups d'une telle force que tout autre État serait tombé en poussière dès le lac Trasimène. Après Cannes, n'importe quel royaume, n'importe quel empire de l'époque aurait signé la capitulation. Cela aurait été logique. Cela aurait été rationnel.
Mais Hannibal a commis une erreur fatale. Il a essayé de tuer Rome en lui infligeant des blessures qui auraient été mortelles pour d'autres, mais qui pour Rome sont devenues un vaccin. Le massacre de Cannes ne fut pas la tombe de Rome, mais son berceau. C'est là, dans le sang de 70 000 morts, que s'est noyée la vieille république patriarcale et molle, et qu'est né l'Empire. Hannibal voulait détruire l'ennemi, mais au lieu de cela, il l'a forgé. Il a appris aux Romains à être cruels. Il leur a appris la guerre totale. Il leur a montré que la paix n'est pas un traité, mais l'absence de résistance. Rome n'a pas gagné parce que ses légionnaires étaient plus forts. À Cannes, nous avons vu que ce n'était pas le cas. Rome n'a pas gagné parce que ses généraux étaient plus intelligents. Varron a prouvé le contraire. Rome a gagné parce qu'elle possédait une qualité inaccessible à la compréhension d'Hannibal. Une ténacité absolue, irrationnelle, fanatique. La capacité à recevoir des coups monstrueux, cracher le sang et se remettre en garde. La force de Rome ne résidait pas dans sa capacité à vaincre. La force de Rome résidait dans son refus d'admettre qu'elle avait perdu. Hannibal pensait être le fléau de Dieu, envoyé pour punir les Latins arrogants. En réalité, il est devenu le sculpteur qui a ôté de Rome tout le superflu. La mollesse, l'indécision, la peur, ne laissant que l'acier pur et sonore de la volonté de puissance. Sans Hannibal, il n'y aurait pas eu de Scipion. Sans la menace d'anéantissement total, Rome ne serait jamais devenue le maître du monde. Elle serait restée simplement un acteur majeur en Italie. Hannibal a créé la grandeur de Rome de ses propres mains, en rêvant d'étouffer cette grandeur. L'histoire aime les paradoxes. L'homme qui avait juré de détruire Rome est devenu l'architecte de son immortalité. Hannibal a tout perdu. La guerre, la patrie, la vie. Il mourra en exil, avalant du poison pour ne pas tomber aux mains des limiers romains. Mais son ombre planera sur Rome éternellement. Les Romains effrayeront leurs enfants avec la phrase « Hannibal est aux portes » pendant des siècles. Même quand leurs légions marcheront en Bretagne et en Syrie. La peur qu'il inspirait les a forcés à construire une machine qui a broyé tout le monde antique. Et en regardant le champ de Cannes, où l'on trouve encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, des ossements de légionnaires, ou les sables de Zama, où s'est couchée l'étoile de Carthage, nous devons nous poser une question dérangeante. Une question qui sépare les vainqueurs des vaincus, les grandes nations des notes de bas de page historiques. Qu'est-ce qui nous rend plus forts ? Une série de victoires faciles ou une catastrophe monstrueuse à laquelle nous avons su survivre ? Et si demain, votre Hannibal personnel se trouve sur votre seuil, aurez-vous le courage de ne pas vous rendre quand le monde entier vous dira que tout est fini ? Ou préférerez-vous une capitulation sûre, au risque d'être détruit jusqu'aux fondations pour une chance fantomatique de grandeur ?